Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 8e numéro de la Minute Pédagogique consacré au spectacle de Luc Bondy, à savoir Les chaises de Ionesco. Alors un numéro un peu spécial toutefois, puisque j'ai fait appel à deux élèves du lycée de l'ESCO, à savoir Pierre Prémégy en classe de seconde et Maxime Blondel en classe de terminale, lesquels font tous deux partie de l'atelier théâtre du lycée de l'ESCO. Alors, comme d'habitude, je vous proposerai dans un premier temps une réflexion autour de Ionesco et de son œuvre, qui sera prise en charge par Pierre et par Maxime. Dans un deuxième temps, nous évoquerons le metteur en scène, la mise en scène en tant que telle et la distribution. Et enfin, je vous proposerai quelques pistes pédagogiques vous permettant d'apprécier et d'analyser au mieux le spectacle proposé par le Phénix. Bonjour à tous. Qui est Eugène Ionesco? Eugène Ionesco, auteur français né en 1912, arrive en France avec sa mère. Ionesco s'impose comme le père de ce que Marc Esslin appellera le théâtre de l'absurde. Il écrit ses pièces selon son image d'un monde absurde et extravagant, dont il tire l'idée d'une méthode anglaise, avec des phrases telles que, je cite, « Le jardin de mon oncle est plus grand que l'écharpe de ma tante ». À cela s'ajoute une histoire qu'il a entendue lors de son enfance dans les cours de récréation. Cette histoire est « Un jour, c'était la nuit. Je lisais mon journal plié en quatre dans la poche, à la lueur d'un bec de gaz éteint. Soudain, un jeune vieillard s'avança vers moi en reculant. » Ces phrases s'opposent dans leur sens et montrent l'absurdité de notre monde. Ces œuvres, abondantes et originales, le feront entrer dans l'Académie française en 1970. Ses principaux thèmes, la mort et la disparition, ainsi que la métaphysique. Enfin, sachez que Ionesco ne s'est pas investi que dans la littérature. Il a aussi peint de nombreuses œuvres à la fin de sa vie. Bonjour à tous. Pierre vient de nous présenter la vie de Ionesco. Nous allons maintenant nous attacher à son œuvre. Ionesco est considéré comme l'un des représentants du théâtre de l'absurde. En cela, il est essentiel de redéfinir les caractéristiques de ce théâtre, dont l'appellation peut donner lieu à de nombreux contresens. En effet, il ne s'agit pas d'une écriture absurde, mais plutôt d'une volonté de l'auteur de retranscrire l'absurdité du monde, avec et par un langage dynamité. Ionesco préférait d'ailleurs lui-même l'expression « théâtre de l'insolite » à celle de « théâtre de l'absurde », car c'est bien de l'absurde qu'il s'agit dans son œuvre, tant le traitement des thèmes est singulier. Chez Ionesco, il est déjà intéressant de constater que son œuvre n'impose pas un registre particulier malgré les différents thèmes. En effet, la comédie vient se mêler sans cesse à la tragédie, et ce de par le mélange des registres. Ainsi, le comique vient servir de repoussoir au tragique et le tragique lui-même sert de repoussoir au comique. C'est d'ailleurs de cette confrontation que vont naître des situations cocasses, burlesques, farcesques aussi, mais souvent dans un écrin poétique qui naît d'un travail sur le langage. Parmi ces pièces, nous retrouvons par ailleurs Rhinocéros, qui est une grande parabole évoquant la contagion nazie-fasciste et ayant pour figure principale le personnage de Béranger, que l'on retrouve par ailleurs dans Le Roi se meurt. Ionesco va aussi, dans son œuvre, utiliser d'autres procédés, tels que la caricature, comme dans la pièce La Leçon, qui est une caricature de l'enseignement. On retrouve aussi dans ces pièces une incohérence, l'utilisation d'un langage familier et de mots anglais, comme dans La Cantatrice chauve, qui montre l'incompréhension entre les personnages et leurs désaccords. Après ces quelques éléments concernant Ionesco et son œuvre proposée par Pierre et Maxime, je vous invite maintenant à réfléchir sur l'œuvre, sur le texte en tant que tel du spectacle qui nous concerne, à savoir Les chaises. Alors Les chaises est une pièce écrite par Ionesco en 1951 et sera jouée en 1952 avec une mise en scène de Sylvain Daume, qui jouera d'ailleurs le rôle de l'orateur. Alors cette pièce s'articule autour d'un mécanisme très récurrent dans l'œuvre de Ionesco, à savoir la prolifération de l'objet chaise, qui donnera d'ailleurs le titre à l'œuvre, bien entendu, puisqu'il s'agit des chaises. Alors, cette prolifération, ce mécanisme propre à Ionesco, est un mécanisme qui permet ici, dans la pièce qui nous concerne, d'asphyxier l'espace scénique, de remplir le vide et de donner lieu en fait à une sorte d'expérience théâtrale dans laquelle l'objet devient presque personnage, au détriment des personnages qui ici n'existent pas vraiment, vous allez le voir dans un instant. Alors, quel est l'argument de cette pièce? Il s'agit ici de l'univers fantasmagorique de deux vieux, donc la vieille, le vieux, Macrotte, Monchou, 94 ans et 97 ans, deux très vieilles personnes qui désirent accueillir différents invités, dont des centaines d'invités, pour assister au discours de l'orateur, le discours final de l'orateur.
Alors cette pièce va donc, bien entendu, s'articuler autour de cette attente des invités qui interviendront au fur et à mesure dans la pièce, avec par exemple le photograveur, la belle, le colonel aussi, par exemple, en divers personnages invisibles qui ne seront rendus concrets que par la présence des chaises qui se multiplient dans cet espace scénique. Ainsi, le texte des chaises de Ionesco va donc proposer au lecteur déjà toute cette mise en scène, toute cette amplification créée par l'abondance de chaises sur la scène, qui va créer aussi un effet d'accélération dans la lecture et des contrastes au niveau du rythme, justement. Alors, c'est Miramis d'un côté, le vieux de l'autre, deux personnages qui oscillent entre pathétique, comique, farce et autres registres qui donnent justement l'ampleur aussi de ces personnages. C'est-à-dire ces personnages qui créent la concrétion par l'abstraction. C'est-à-dire que le personnage n'existe que parce qu'il l'envisage et le spectateur, le lecteur d'abord, va envisager les personnages appelés parce qu'ils sont nommés par les hôtes. Alors, qui est Luc Bondy ? Luc Bondy est un metteur en scène, réalisateur et acteur suisse né en 1948. Il s'attaque à un répertoire théâtral très large et va notamment mettre en scène Le Temps et la Chambre en 1986 ou encore Le Triomphe de l'amour de Marivaux. Il mettra aussi son talent pour mettre en scène le célèbre opéra Les Noces de Figaro. Sachez par ailleurs que ce n'est pas la première fois que Luc Bondy nous propose une mise en scène des chaises de Ionesco, car il nous en avait déjà proposé une en 1972. Donc Maxime vient d'évoquer avec vous le parcours de Luc Bondy et quelques mises en scène qu'il a pu proposer. Maintenant, intéressons-nous à la mise en scène, à la confrontation des deux esprits, à savoir celui de Luc Bondy et celui de Ionesco. Pourquoi je parle de confrontation ? Parce que Ionesco avait des idées très précises lorsqu'il a écrit les chaises, et il avait déjà imposé ses exigences auprès du metteur en scène qui a justement proposé le spectacle en 1952. Alors justement, ce qui est intéressant dans cette mise en scène de Ionesco d'abord, c'est qu'il avait déjà envisagé le texte dans un en-allée scénique, bien évidemment, en espérant un effet d'accélération. Lorsqu'on lit le texte des chaises, que j'évoquais par ailleurs, on se rend évidemment compte que Ionesco avait toutes ces précisions en tête, puisque le texte foisonne de didascalies très précises, didascalies qui concernent à la fois le sonore, le visuel, les déplacements et tout le jeu des comédiens. Alors, il suffit de prendre quelques exemples, si vous voulez. C'est-à-dire que si on prend le texte des chaises, Ionesco avait d'emblée annoncé dans le début du texte qu'il désirait des lumières d'abord très faibles, des lumières très faibles qui allaient progressivement prendre en ampleur. Alors, je cite quelques didascalies comme ça, si vous voulez. On a par exemple, dès l'ouverture de la pièce, l'expression « demi-obscurité ». Ou encore « allume la lampe à gaz », donc lumière encore un peu faiblarde. Ensuite, lumière verte. Et progressivement, un éclairage qui se modifie en gagnant en intensité, avec notamment les didascalies, la lumière est plus forte à présent, ou encore une très puissante lumière. Donc ça, cette thématique de la progression, c'est ce choix d'une lumière progressive, est cher à Ionesco. D'autre part, dans le texte, on a aussi des didascalies afférentes au sonore, comme je le disais à l'instant. Alors des didascalies qui évoquent notamment l'arrivée des barques, donc on entend le bruit des barques. Mais il y a aussi un élément très important de la pièce, à savoir les sonnettes, donc qui s'imposent de manière très stridente de plus en plus dans un enchaînement, dans une accélération assez prégnante. Ionesco, lorsqu'il écrit sa pièce, l'envisage avec une véritable géométrie de l'espace. Il a une réflexion très précise sur l'espace qu'il désire occuper avec ses comédiens et ses chaises. C'est d'ailleurs pour ça que la mise en scène initiale qu'il avait proposée et travaillée en 1952 s'imposait comme un véritable enchevêtrement de chaises qui s'accumulaient les unes sur les autres. Et vous allez voir dans un instant qu'avec Luc Bondy, ce n'est pas vraiment le cas. Encore une fois, la confrontation s'opère ici. Je vais donc juste vous citer quelques éléments qui me semblent vraiment intéressants et que vous pourrez d'ailleurs lire dans Notes et contre-notes de Jean Ionesco, bien évidemment, et qui nous montrent bien à quel point Ionesco était exigeant quant à la mise en scène de son texte et à quel point il avait une idée précise du texte en tant que tel. Alors, je vous donne ces éléments de citation que j'ai donc pris dans l'ouvrage. Le monde m'apparaît à certains moments comme vide de signification, la réalité, irréelle. C'est le sentiment d'irréalité, la recherche d'une réalité essentielle, oubliée, innommée, que j'ai voulu exprimer à travers mes personnages qui, en dehors de leurs angoisses, leurs remords, leurs échecs, la vacuité de leur vie, errent dans l'incohérent. Des êtres noyés dans l'absence de sens ne peuvent être que grotesques, leur souffrance ne peut être que dérisoirement tragique. On voit déjà ici une exigence de Ionesco quant à ces personnages. Maintenant, au niveau de la scène et du jeu en tant que tel, des accessoires,
le reproche qu'il formulait à l'intention du metteur en scène. Vous avez voulu tout naturellement tirer la pièce à vous, alors que vous deviez vous y abandonner. Déjà, ici, le terme abandonner est assez intéressant pour le conflit qui peut exister entre l'écrivain et le metteur en scène, ce que vous pouvez d'ailleurs exploiter avec vos élèves, bien évidemment. Je termine la citation. Le metteur en scène doit se laisser faire, il ne doit pas vouloir quelque chose de la pièce, il doit s'annuler, il doit être un parfait réceptacle. Alors on voit ici qu'effectivement, avec Ionesco, l'ego du metteur en scène doit bien évidemment disparaître. Ensuite, il supplie le metteur en scène, dans les expressions suivantes, soumettez-vous à cette pièce, ne diminuez pas ses effets, ni le grand nombre des chaises, ni le grand nombre des sonneries qui annoncent l'arrivée des invités invisibles, ni les lamentations de la vieille, qui doit être comme une pleureuse de Corse ou de Jérusalem. Tout doit être outré, excessif, caricaturé, pénible, enfantin, sans finesse. Donc, vous voyez que dans ces remarques qui ont été faites à Sylvain Daume après la première représentation sont assez intéressantes, puisqu'elles permettent effectivement aux lecteurs actuels et aux metteurs en scène qui veut affronter Ionesco de réfléchir vraiment aux intentions premières qui gouvernent la pièce Les Chaises donc de Ionesco. Alors bien évidemment, ces exigences de Ionesco ne se limitent pas à cela. Ionesco désire un sort complet aux différentes portes qu'il propose. Et d'ailleurs, si vous achetez l'édition folio des Chaises, vous aurez dès la première page du texte un schéma qui représente la forme de la scène espérée par Ionesco. Il s'agit d'ailleurs, autant le souligner maintenant, d'un espace circulaire qui rappelle somme toute l'idée d'un phare, puisqu'on a l'eau qui a l'air de gouverner l'ensemble des alentours de ce lieu, de cet espace dans lequel vivent le vieux et la vieille. Alors, d'autre part, ce qui est intéressant aussi, c'est que le lieu scénique, qui est censé donc être circulaire, va déjà aussi orienter la réflexion autour d'une notion de circularité qui renvoie un peu au tragique en tant que tel. C'est-à-dire qu'une sorte d'enfermement de huis clos qui aboutit à une trajectoire infinie, mais qui revient au même en permanence. Et je pense qu'il y a aussi cette idée d'asphyxie, d'étouffement dans l'idée du circulaire. Et bien sûr, idée personnelle, bien évidemment. Alors, par ailleurs, ce qui est intéressant aussi, du coup, c'est de voir que Luc Bondy ne va pas vraiment respecter les didascalies de Ionesco. C'est d'ailleurs ce qui fera bondir la fille même de Ionesco lorsqu'elle assistera à la représentation. Encore une fois, ce n'est pas un gage de non-qualité, bien évidemment. Dans tous les cas, ce qui est intéressant à partir de là, c'est de réfléchir à cette confrontation entre l'écrivain et le metteur en scène et voir quelle est la liberté octroyée à au metteur en scène sur le texte d'un écrivain. Là, je pense qu'il y a vraiment matière à faire avec vos élèves. Alors, Luc Bondy, lui, va opter pour une démarche qui lui est propre. Comme le disait tout à l'heure Maxime, il a déjà mis en scène cette pièce en 1972. Ici, son idée est plutôt de retravailler sur le rythme de la pièce et d'atténuer quelque peu le côté farcesque sur lequel incitait pourtant Ionesco dans ses conseils, dans son œuvre. Alors, vous assisterez donc à la mise en scène sur une scène sur un sol noir avec des flaques d'eau, donc qui rappelle encore une fois l'espace hors scénique, l'espace hors scène, à savoir le milieu sans doute marin, en tout cas liquide. Et on aura donc ces deux personnages qui déambulent dans l'espace et qui reçoivent leurs invités à force coup de sonnette. Donc pour investir ces personnages du vieux et de la vieille, et donc des rôles de 94 et 97 ans, Luc Bondy a fait appel à une distribution étonnante et de qualité, à savoir Dominique Raymond et Michel Lescaut. Alors ce qu'il faut savoir d'emblée, c'est que Michel Lescaut et Dominique Raymond n'ont pas l'âge des personnages, bien évidemment, mais qu'au contraire, et selon le souhait de Ionesco d'ailleurs, nous avons ici des comédiens beaucoup plus jeunes. Alors cela va bien entendu exiger un travail de maquillage que vous pouvez aussi exploiter avec vos élèves, sachant par ailleurs que Luc Bondy, lorsqu'il a travaillé avec ces deux comédiens, a beaucoup travaillé sur l'improvisation, de manière à ce que Michel Lescaut et Dominique Raymond répondent parfaitement à l'âge des personnages. C'est-à-dire que les improvisations servaient, lors des répétitions, des toutes premières répétitions, à s'imprégner des personnages, de leur corps, de leur âge, de leur univers, s'imprégner un peu en fait, de tout ce qui caractérise ces deux pauvres vieux qui figurent sur scène. Alors, pour ce qui est de Dominique Raymond, évidemment, on la connaît pour sa carrière télévisuelle, mais aussi cinématographique et enfin théâtrale. On a pu la voir ces dernières années, notamment dans L'Acte inconnu de Novarina, mise en scène par Novarina, ou encore dans La Nuit de l'Iguane, ou encore enfin, après ses mises en scène de Georges Lavaudan par exemple, dans des spectacles tels qu'une pièce espagnole de Yasmina Reza, déjà mise en scène par Luc Bondy. Aux côtés de Dominique Raymond,
un autre acteur déjà connu pour avoir joué notamment dans des pièces déjà mises en scène par Luc Bondy, à savoir La seconde surprise de l'amour de Marivaux. Il s'agit bien évidemment de Michel Lescaut. Cet acteur d'une trentaine d'années joue donc le rôle du vieux, et on imagine assez aisément le travail qui a dû être le sien pour ce rôle de composition, puisqu'il a dû s'approcher au plus près de l'âge du personnage, 97 ans. Alors d'ailleurs, vous pouvez sur ce point travailler avec les élèves sur le travail du maquillage et voir à quel point il faut entrer dans le personnage avec les exigences qui sont celles de sa carte d'identité, j'ai envie de dire. Alors, Michel Lescaut est un acteur connu aussi pour avoir notamment reçu le prix de la révélation théâtrale pour son rôle dans Musée haut, musée bas, mais il a aussi reçu le prix Rému de la comédie pour son rôle dans la pièce Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Après ce parcours dans l'œuvre de Ionesco et dans la mise en scène proposée par Luc Bondy, je vous invite maintenant à réfléchir à quelques pistes pédagogiques que je vous propose pour mieux exploiter le spectacle avec vos élèves. Alors la première peut-être qui serait intéressante de faire avec vos élèves, c'est déjà de réfléchir avec le texte sous la main aux didascalies proposées par Ionesco, à la lumière aussi de la théorie qu'il propose, ou en tout cas des extraits plus théoriques qui figurent dans le journal en miettes ou encore dans Notes et contre-notes. Alors en effet, il s'agit avec les élèves de montrer à quel point le metteur en scène peut aussi s'approprier une œuvre, quitte à aller à l'encontre des intentions premières d'un auteur. Et je pense que de ce point de vue-là, on entre pleinement dans l'ordre du programme, texte et représentation, pour montrer justement qu'il y a parfois une sorte de dichotomie entre ce que veut l'auteur et ce que veut le metteur en scène. Alors bien évidemment, Luc Bondy ne va pas complètement en provocation contre l'œuvre de Ionesco, loin de là. Il va juste s'approprier l'œuvre à sa façon, tout en essayant de respecter au mieux les intentions de Ionesco. Alors d'autre part, ce qui pourrait être intéressant aussi, à mon avis, c'est de réfléchir sur le titre même de l'œuvre, les chaises. En effet, un titre, des objets, pluriels, quelle est la part de l'objet dans la pièce de Ionesco? On sait qu'effectivement, l'accessoire, je le disais par ailleurs, a une importance particulière. À vous de voir avec l'élève, dans sa réception de la pièce justement, quelle est la force symbolique de l'objet et de voir comment est-ce que Ionesco et le metteur en scène peuvent faire de l'objet en tant que tel, ce que Marie-Claude Hubert appelle d'ailleurs dans un ouvrage sur Ionesco, un figurant. Enfin, toujours concernant le spectacle en tant que tel, pourquoi ne pas inviter aussi les élèves à réfléchir sur l'importance de la lumière? J'évoquais par ailleurs que Ionesco avait une idée particulière de la lumière avec une intensité progressive. À l'élève de voir aussi comment il reçoit ce travail sur la lumière et comment il reçoit aussi les choix de Luc Bondy concernant la présence des chaises. Vous allez voir qu'il ne respecte pas à la lettre non plus ce que désirait Ionesco concernant l'amoncellement de chaises. Ici, on est dans une sorte d'éparpillement des chaises hétéroclites qui vont donner un autre effet. À vous, bien entendu, de réfléchir à cela avec les élèves. Enfin, d'un point de vue beaucoup plus pratique, peut-être, pour quitter un peu la théorie, pourquoi aussi ne pas travailler avec les élèves sur l'idée de la vieillesse au théâtre, par un passage au plateau? C'est-à-dire que voilà, libérer un peu l'espace dans la classe ou prendre une salle et faire en sorte que l'élève trouve son vieux. C'est-à-dire faire en sorte qu'il puisse, par différents exercices d'amplification du travail du corps, par l'affaissement, par la fermeture des épaules, trouver un vieux et prendre quelques répliques comme ça, ponctuellement du personnage, en jouant la réplique en étant édenté, ou alors avec une voix de vieillard, ou avec le corps ramassé. Je pense qu'il y a plein de choses à faire qui pourraient donner goût aussi à la mise en scène en tant que telle et au jeu du comédien, tout simplement, avec vos élèves. Et bien voilà, cette minute pédagogique autour des chaises de Ionesco, mise en scène par Luc Bondy, s'achève. Alors vous aurez remarqué effectivement, comme je l'avais annoncé en introduction, que je n'étais pas seul pour la présenter cette fois-ci, puisque j'étais accompagné de Pierre Prévgy et de Maxime Blondel, qui ont proposé à leur tour des éléments sur Ionesco et son œuvre. Alors cet exercice périlleux, bien évidemment, donne lieu à un exercice éminemment théâtral, puisque c'est affronter une caméra, ce qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, bien évidemment. Alors, quoi qu'il en soit, si vous désirez plus d'informations concernant la mise en scène de Luc Bondy, par Luc Bondy des chaises de Ionesco, n'hésitez pas à me contacter sur turquet@lephénix.fr et je me ferai plaisir de vous répondre. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas qu'exploiter avec vos élèves un spectacle de la saison théâtrale, c'est aiguiser leur curiosité et en faire des spectateurs actifs.